et je sais que vous êtes très nombreux ce soir. Je voudrais tout d'abord remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de se joindre à nous pour écouter les présentations de 3 conférenciers à la réputation reconnue et suivre un débat qui va nous permettre de réfléchir ensemble aux meilleurs moyens d'aider le Liban à écrire son histoire. Chacun des conférenciers dans son domaine d'action et d'activité diplomatique, politique ou juridique va essayer d'exposer ses vues, va essayer de donner des solutions, le tout animé par notre modératrice, Mme Sahar El-Attar. Il est certain que d'aucuns se demanderaient à quoi bon aujourd'hui chercher à écrire l'histoire du Liban, quand bien même nous assistons à une destruction systématique de nos valeurs et de nos principes pour lesquels des générations entières de Libanais ont lutté pendant des siècles. À la DIC, nous sommes de ceux qui croient que tout est encore possible et que tout reste possible grâce à l'engagement citoyen, grâce à la foi, grâce à l'action. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que nous nous sommes lancés depuis bientôt 12 ans à promouvoir une action citoyenne afin de changer les choses. Notre action se situe sur 3 volets. Le premier volet consiste à diffuser l'information, le savoir fiscal et l'information financière afin de renseigner le citoyen parce que nous croyons que rendre compte nous permettra de demander des comptes. Et aussi d'être un observatoire pour les dérives des pouvoirs publics. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que s'inscrit notre partenariat stratégique avec le commerce du Levant, vieux de 2 ans déjà et dont nous sommes très fiers, qui nous permet, par des espaces dans le commerce du Levant ou par des plateformes comme celle-ci, de diffuser le savoir et de permettre aux gens d'être renseignés de l'actualité et des risques, des enjeux et des pièges qui nous guettent. Notre deuxième domaine d'action concerne le fait de servir de forum de discussion, de dialogue avec l'administration fiscale et entre l'administration fiscale et les contribuables, afin de réconcilier le contribuable avec son État et d'œuvrer afin d'avoir un État-providence et non plus un État gendarme ou voyou. Le troisième volet sur lequel nous travaillons, c'est de travailler pour la planification, pour la modernisation des lois, afin que ces lois et que cette réglementation soient au service du citoyen et non pas au service de dirigeants. Je vous remercie et je laisse la place à notre partenaire représenté par Mme Sahar El-Attar qui va jouer le rôle de modérateur avec succès certainement et animer ces débats. Je vous remercie et je vous retrouve à la fin de notre webinaire. Merci Karim, bonsoir à tous. Merci de nous suivre ce soir. Je ne vais pas rester longtemps, je vais pas parler longtemps, je voudrais donner le plus possible la parole à nos invités. Je vous invite à poser vos questions sur la messagerie. On fera un premier tour de table, puis on essaiera de prendre quelques questions du public à la fin de ce débat, des présentations. Je voudrais commencer avec Monsieur Nassif Hetté. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter. Donc, vous êtes diplomate de carrière. Vous avez notamment représenté la Ligue arabe pendant plusieurs années. Et vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le cabinet de Hassan Diab jusqu'à votre démission le 3 août dernier. Une démission qui avait été motivée par un constat d'échec et l'incapacité de ce gouvernement à affronter la crise. Alors aujourd'hui, les tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement sont hélas au point mort. Mais le président de la Chambre a annoncé quand même un événement qui est assez, qui rebat les cartes. Enfin, en tout cas, j'aimerais avoir votre avis dessus. L'ouverture des négociations indirectes avec Israël sur la délimitation des frontières maritimes. Que peut-on attendre de ces négociations? Va-t-on vers un règlement global, régional, incluant les frontières terrestres? Donc, est-ce qu'on va parler aussi des frontières terrestres? Ce qui pose naturellement la question du rôle du Hezbollah et de l'Iran au Liban. Ou s'agit-il au contraire d'une manœuvre? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le processus s'enlise et qui permettrait en fait à la classe politique de gagner encore un peu de temps et d'enterrer la possibilité d'un gouvernement d'indépendants au profit d'une formule technopolitique qui semble avoir le vent en poupe en attendant donc la prochaine crise? Et si un tel gouvernement
effectivement un énième gouvernement technopolitique qui était mis en place, que pourrait-on faire? Quel rôle pourrait jouer la diplomatie libanaise? Est-ce qu'une neutralité positive est envisagée? Voilà, c'est beaucoup de questions. Je vous laisse la parole. Merci bien. Tout d'abord, je voudrais dire que cet accord cadre pour les négociations qui doivent commencer le 14 a été attendu depuis un certain bout de temps. Peut-être le timing est assez important. Pourquoi le 14? Pourquoi tout ça? Il y a toutes les interprétations possibles. Certains disent que c'est le moment ou jamais pour essayer de contourner les vraies questions internes et d'aller foncer dans ce domaine pour certaines factions libanaises et certains acteurs régionaux qui sont très importants dans l'équation libanaise interne. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est une comment dirais-je, c'est une conclusion tout à fait normale, c'est un aboutissement tout à fait normal à des discussions indirectes, bien sûr, avec les États-Unis, les Libanais, les États-Unis, les Américains et autres, pour essayer d'avancer sur cette question qui est très importante pour le Liban. La démarcation des frontières maritimes, mais aussi des frontières terrestres en parallèle, qui devait être fait et qui maintenant on va commencer à le faire. Je ne peux pas dire qu'on va réussir. Il faut que les choses soient claires dès le début. Il faut essayer d'avoir une position, un consensus national très fort dans ces négociations pour aboutir à la fin à laquelle on veut aboutir vraiment. Et il faut aussi avoir un appui international. C'est vrai qu'on va discuter, que ces discussions vont être dans le cadre onusien, sous le drapeau onusien, d'une manière indirecte, comme ça a été toujours le cas avant, depuis la résolution du Conseil de sécurité 1701 sur d'autres aspects. Mais vraiment, je considère que c'est un début assez important. Certains, encore une fois, disent que ce début maintenant s'inscrit dans la politique de certains qui veulent contourner l'initiative française, qui veulent contourner la nécessité de commencer par des réformes à l'intérieur du pays pour aller de nouveau vers les questions régionales qui ont toujours eu une influence directe, un impact direct et parfois malheureux pour le Liban, pour éviter les questions auxquelles il faut répondre à l'intérieur du pays. Reste à voir l'évolution de la situation, mais ce que je dis et le point sur lequel j'insiste beaucoup, il faut qu'il y ait vraiment un dialogue national avec esprit ouvert pour aboutir sur les principes fondateurs et fondamentaux. Derrière ces discussions indirectes, ce n'est pas l'aboutissement, ne sera jamais un accord de paix comme certains le souhaitent ou certains disent que ça peut être le cas. C'est seulement la démarcation des frontières entre le Liban et Israël pour revenir ou retourner à ce qui gère les relations entre deux pays dans un état de guerre juridiquement, qui est l'accord d'armistice entre le Liban et Israël. Nous resterons engagés, il faut le dire, et on le dit, nous resterons engagés en tant que Libanais pour une paix globale basée sur l'initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth en 2002 au sommet arabe de Beyrouth, qui est entièrement ancrée et dans le droit international et dans les résolutions onusiennes, résolutions pertinentes de l'ONU à cet égard. Donc, il faut faire la part des choses, ça c'est de un. De deux, il faut avancer, mais il faut avancer tout en étant conscient malheureusement de l'impact de l'évolution de la situation régionale avec son implication directe et indirecte sur les acteurs libanais impliqués indirectement et directement sur la possibilité d'avancer dans ce domaine. Et comment on avance justement, concrètement, comment on se prémunit contre ces interventions étrangères? On se prémunit, voilà la question qui se pose, qui est à la base de tout. Merci de l'avoir soulevé maintenant. Je pense, avant de parler de diplomatie libanaise, il faut parler de politique étrangère libanaise. La diplomatie, c'est l'acte, c'est le processus, c'est le mécanisme par lequel on défend ce qui sont des principes nationaux ou des objectifs nationaux libanais, en l'occurrence dans ce cas-là. Nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas encore ce consensus sur les éléments basiques de ce qui doit constituer la politique étrangère libanaise. On l'a toujours vu, moi-même et d'autres avaient souvent parlé de la nécessité d'une politique de neutralité active, de ce qu'on appelle une neutralité positive, et depuis des années, car sinon on ne pourra jamais avancer en essayant de servir et la cause du Liban et les intérêts nationaux vitaux libanais. Donc, mais concrètement, une neutralité active, qu'est-ce que ça veut dire quand on se place dans l'un des deux axes ou qu'on ne se place pas? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le Liban, une neutralité active? Sortir
du fait qu'on est placé souvent dans un axe actuellement, sans l'être officiellement, mais officieusement, plutôt que d'être au centre. Être au centre, avoir sa politique étrangère qui est vraiment libérée de ces pôles d'attraction à gauche et à droite. Je dis à gauche et à droite dans un sens plutôt pas péjoratif, c'est de dire que je m'impliquerai, je ne resterai pas à l'écart, je m'impliquerai dans tout ce qui est question, dans tout ce qui est problème qui sont gérés ou qui doivent être gérés par les principes du droit international ou les relations normales entre les États. S'il y a une intervention dans un autre État, je prendrai position sur cette intervention. Je jouerai le rôle dans un sens d'acteur impliqué dans les politiques régionales, mais impliqué pour essayer, avec d'autres acteurs, États ou autres, pour régler les problèmes, ou geler les problèmes, ou gérer les problèmes, ou endiguer le problème, comme je disais, parce que tous ces problèmes ont des implications directes au Liban. Certains peuvent dire, c'est peut-être un peu idéaliste de dire ça. Ce n'est pas du tout idéaliste de dire ça, parce que comme on le sait toujours, notre histoire, tous les problèmes libanais, toutes les crises libanaises qu'on a eues depuis les années 50 et après, ont été vraiment à la base des crises provoquées par un alignement libanais du côté de ce pôle dans la région, du côté de ce bloc dans la région, du côté d'un autre bloc dans la région. Donc, il faut sortir de cette logique, avoir une politique libanaise entièrement alignée sur elle-même, si je peux dire, dans le sens qui soit à pied égal et qui vraiment essaie d'aider, qui s'implique, qui s'engage dans toute activité qui vise à aider à régler les problèmes régionaux, les tensions régionales entre des pays soi-disant amis ou des pays avec qui on a tous des relations, surtout certains acteurs ont des relations plus amicales avec certains pays que d'autres. Ceci dit, d'autre part, dans la question du conflit israélo-arabe, nous sommes un pays fondateur, un membre fondateur de la Ligue des États arabes, nous sommes impliqués dans cette politique arabe, mais il faut dire ici qu'il ne faut pas jouer le rôle qui a été toujours malheureusement le rôle du Liban, le Vietnam, le Hanoï de la révolution palestinienne à un certain moment, ou le Hanoï pour les autres, pour nous-mêmes seulement assumer toute cette responsabilité. Non, nous ferons partie, ou nous devons faire partie d'un groupe de pays arabes qui s'inscrivent dans la politique, s'inscrivent entièrement et dans le droit international et dans un règlement pacifique de ce conflit, tout en restant à nos gardes et ne pas être impliqués indirectement et ne pas faire du Liban un théâtre ou, comment dirais-je, de confrontation directe ou par procuration entre les acteurs régionaux et internationaux qui sont impliqués dans la région. Et cela vous paraît possible à l'ombre du système confessionnel et communautaire dans lequel on est enfermé et qui fait qu'un peu que, naturellement, le Hezbollah aujourd'hui ne se tourne pas vers les pays arabes, mais se tourne plutôt vers l'Iran qui est comme le garant Je dirais malheureusement non, mais je dirais encore si vraiment on veut sauver le pays, il nous faut cette politique. Si c'est impossible, et rien n'est possible en politique, si c'est impossible d'adopter cette politique, nous serons toujours vraiment un théâtre de confrontation directe ou indirecte pour les acteurs internationaux et régionaux. Regardons actuellement la situation telle qu'elle évolue dans la région. Il y a une escalade de tensions vraiment très poussée. Les uns attendent le résultat des élections américaines pour bâtir sur ces résultats un certain scénario dans ce sens ou dans un autre. Et nous sommes dans la chambre d'attente tout le temps. On ne peut pas rester dans cette logique de chambre d'attente. Si on veut sauver le pays économiquement, si on veut sauver... Et le pays maintenant est un État failli. Je l'ai dit, même avant de rentrer au gouvernement, nous sommes un État failli. Comment sortir de cette situation si ce n'est pas d'avoir un minimum d'understanding, comme on dit, de compréhension à l'échelle nationale sur quelle politique étrangère avoir que ce soit vis-à-vis notre milieu immédiat ou à l'échelle internationale, le monde arabe, le Moyen-Orient ou à l'échelle internationale. Pour revenir sur la question confessionnelle, à mon avis, c'est la maladie terrible de notre pays. Il faut déconfessionnaliser le système, mais ça ne se fait pas seulement par les belles paroles, ça se fait par des actes et par des critères qui sont connus, comment on peut déconfessionnaliser. Nous vivons malheureusement un système qui est dans la réalité des choses, c'est un fédéralisme de communautarisme politique, de clientélisme politique. J'ai pu le constater au gouvernement, on a pu le voir avant et peut-être il restera avec. Et donc, ça empêchera vraiment toute réforme nécessaire, toute réforme structurelle nécessaire pour sauver le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de polarisation extrême dans la région et de durcissement des positions, est-ce qu'on peut espérer que le futur gouvernement ou le prochain gouvernement adopte une position qui soit proche de ce qu'on avait appelé Na'ib Nafes?
On a besoin de plus de ce naïb nafs, de cette distanciation. C'est pourquoi je disais, et j'insiste, qu'on a besoin d'une politique étrangère qui soit une politique de neutralité. Je ne dis pas neutralité dans le sens suisse. Nous ne pouvons pas être neutres dans la réalité, dans le conflit israélo-arabe. Je dis neutralité dans le sens politique, mais neutralité active, neutralité engagée, neutralité impliquée, mais pour avoir une grande diplomatie. Et les petits pays ont toujours besoin d'une grande diplomatie parce que ça leur apporte vraiment une certaine puissance, une certaine sécurité, une certaine capacité d'agir, une certaine puissance tous à l'échelle internationale. Si tout le monde a besoin, si les acteurs régionaux, si tous ceux qui s'intéressent dans la stabilité régionale, on a le cas des pays scandinaves lors de la guerre froide, qui jouent un rôle très important dans tout ce qui est go-between, comme on dit, politique de médiation, de création de ponts entre des acteurs différents, entre des pôles différents, entre des configurations de puissance différentes. On a besoin de ce rôle. Sans ce rôle, si on ne se met pas d'accord sur ce rôle, je ne demande pas à chaque faction idéologique ou politique libanaise de s'aligner contre son gré avec ce pays ou avec ce pôle ou avec l'autre. Chacun est libre de ses avis, mais l'État doit gérer la politique étrangère. Certains vont dire que c'est un peu idéaliste de dire ça. Je pense que c'est archi-réaliste, pour ne pas dire cynique, car si on ne peut pas avoir cette politique de neutralité active, encore une fois, d'essayer d'aider à régler les problèmes de la région, nous paierons les pots cassés comme on l'a toujours fait. Et l'État peut-il, lui, être maître de sa politique étrangère quand il n'a pas le monopole des armes ou de la force au Liban ou le monopole de la décision de guerre et de paix? Ben, ça a été mon avis, je l'ai pu constater en tant que ministre des Affaires étrangères, mais je disais qu'en premier pas, il faut que toute décision d'action, de dissuasion militaire ou autre, d'action militaire, d'action sécuritaire ou autre, soit entre les mains du gouvernement libanais et pas d'autres acteurs, en l'occurrence Hezbollah qui est armé. Je parle avec une logique tout à fait réaliste. À ce moment-là, toute décision de guerre ou de dissuasion doit être entre les mains du gouvernement libanais. Voilà, ça c'est très important. Et il faut avoir vraiment un dialogue ouvert. Ce n'est pas un dialogue de gentillesse, on échange des paroles de gentillesse pour essayer de sauver les pays. Comment on peut avancer, on peut sauver le pays économiquement avec toutes les implications sociales graves maintenant qui sont là demain peut-être malheureusement, si je le dis, pour le pays. Nous sommes un État failli, on peut vivre pratiquement une implosion sociale. J'aime pas le dire, mais c'est une réalité. Et prendre le chemin de l'immigration de nouveau d'une manière ou d'une autre. Comment sauver ce pays qui était un modèle, ce pays qui était un modèle de diversité, l'unité dans la diversité, cette puissance tous qu'avait le Liban d'éducation, d'ouverture, de diversité, de liberté, de démocratie, si on n'arrive pas à dialoguer vraiment autour de ce thème, comment sauver le pays en ayant ce genre de politique, nous ne pouvons pas décider de notre géographie. On fait d'habitude, on dit on fait la politique de sa géographie. Malheureusement, les conditions géopolitiques dans la région sont des conditions très contraignantes et, comme on dit aussi, avec des impacts très durs et très difficiles pour un pays comme le Liban. Donc, il faut agir à cet égard-là. Sinon, on ne pourra jamais avancer et sortir de cette situation malheureuse dans laquelle on se trouve. De votre expérience personnelle au sein du gouvernement Diab, quelles leçons tirez-vous pour le prochain gouvernement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le prochain gouvernement réussisse là où M. Hassan Diab a échoué? Avant de parler de gouvernement d'experts ou d'expertise ou de spécialistes de tout, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une feuille de route, un plan d'action. Un plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les sujets à l'ordre du jour, les sujets prioritaires, les sujets imminents de réforme? Et quand je parle de réforme, ce n'est pas seulement réforme dans le secteur financier ou le secteur bancaire. Réforme économique, et qui dit réforme économique dit réforme politique. Il faut institutionnaliser la fonction de l'État. L'État n'est pas les fonctions, ou la fonction avec un F majuscule de l'État est personnalisée et confessionnalisée. Il faut institutionnaliser. On appartient à un État. Ça, c'est le premier point. Donc, un plan d'action, une feuille de route et un calendrier. Et puis, après, on pourra discuter, au lieu d'inverser les choses, qui sont les bons ministres pour ce portefeuille ou pour cet autre portefeuille et travailler comme une équipe soudée pour mettre en application ce programme de sauvegarde nationale.
Mais c'est un peu, il y avait une feuille de route pour le gouvernement Hassan Diab, il y avait un projet, il était censé sauver le pays de la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai pu constater, malheureusement, dès les premiers jours, il y avait une vision, il y avait un plan d'action, mais il y a aussi cette volonté, et cette volonté s'est heurtée au fait que ce fédéralisme, que j'appelle fédéralisme de confessionnalisme politique qui gouverne dans la réalité le pays, de féodalisme confessionnel politique qui gouverne le pays, a gardé la même mise sur l'action de ce gouvernement, a créé un blocage total sur l'action, a déraillé ce qui devait être l'action gouvernementale avec un A majuscule pour prendre le chemin de la sauvegarde du pays. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Gwendal Rouillard. Vous êtes député français, proche collaborateur de Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Vous étiez à Beyrouth avec le président Emmanuel Macron lorsqu'il était venu le 1er septembre, donc portant cette initiative française. Plus d'un mois et demi plus tard, donc il y avait, le président français avait arraché un accord de la classe politique sur une certaine feuille de route et un certain calendrier. Sans surprise, le calendrier n'a pas été respecté. La feuille de route elle-même est sujet à débat. On se demande aujourd'hui si finalement le tandem chiite n'a pas court-circuité l'initiative française en allant négocier directement avec les Américains. Non, ce n'est pas mon sentiment en tout cas. Vous savez, madame, depuis 20 ans, je viens au Liban. Je sais que le rapport au temps au Liban et en Orient n'est pas le rapport au temps à Paris. Et vous le savez également. Je ne suis donc pas surpris de la réalité que nous connaissons malheureusement, c'est-à-dire les blocages en cours. Et j'espère qu'on arrivera à les lever. Si vous me permettez d'élargir le propos, d'abord, je veux commencer par remercier Karim pour cette initiative, les membres de son association, et je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes du 4 août, pour les blessés. J'ai des proches comme beaucoup de familles au Liban, et puis vous dire la chose suivante. La question qui se pose, c'est quelle va être la suite de l'initiative française et est-ce que la France va rester au Liban? Je suis rentré cette nuit du Liban. Ces derniers jours, j'étais à Nakoura. Je suis allé à Diman. J'étais hier dans la Beka, proche de la frontière syrienne. Donc, j'ai rencontré des Libanais ces derniers jours, je devrais dire ces dernières heures, de tout le pays, puisque j'y vais chaque mois. Donc, je vois bien la question qui se pose. Ce que je veux dire ce soir, c'est que le Liban fait partie de l'âme française. Ce n'est pas un discours grandiloquent de ma part. C'est la réalité. J'espère que d'ailleurs, les manifestations de solidarité des Français à l'égard des Libanais vous ont fait chaud au cœur. Et je peux en témoigner pour être de retour à Paris. C'est pour cette raison première que la France reste et restera auprès du peuple libanais, quelles que soient les tensions politiques, quels que soient les blocages communautaires. Notre détermination, madame, est totale aux côtés du peuple libanais. C'est d'ailleurs la promesse du 6 août à Gémaïzé du président Macron quand nous étions au cœur des Libanais, je devrais dire au cœur de la jeunesse libanaise. En tout cas, voilà l'état d'esprit qui est le nôtre ce soir. Je comprends très bien et les Libanais ont effectivement été touchés par cet élan de solidarité des Français et du président français. Mais concrètement, aujourd'hui, face à l'ampleur des défis et de la crise que doit affronter le Liban, on est au-delà d'une aide humanitaire et M. Macron a été très clair, le Liban a besoin d'une aide massive et cette aide a été conditionnée, si vous voulez, par un changement de la façon de faire. C'était un peu le sens de l'initiative française. C'est-à-dire et M. Macron l'a dit le 1er septembre, personne ne remettra de l'argent au Liban si le système reste le même et qu'on maintient les mêmes règles. Or, aujourd'hui, on a quand même l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'on est encore dans le business as usual. Les tractations pour la formation du gouvernement prennent les mêmes formes. On est loin d'un gouvernement de mission. On négocie les portefeuilles. On revient vers une formule qui est complètement sous la coupe de cette classe
politique. Est-ce que finalement les Français vont rester fermes sur cette exigence de changement et de calendrier de réforme, ou aujourd'hui on assouplit la position et on accepterait par exemple un gouvernement qui ne soit pas indépendant? Les exigences sont les mêmes parce que c'est l'intérêt du Liban et nous sommes à un moment de vérité et les dirigeants politiques du Liban le savent. Quand la Banque centrale dit « nous sommes au bout du bout », et nous le savons depuis longtemps, que vous n'êtes plus certain dans quelques semaines d'avoir les subventions dont on parle tant au pays, les subventions pour le blé, les subventions pour les médicaments, les subventions pour l'essence. Quand on imagine que le prix du pain pourrait passer de 2 500 à 10 000 livres libanaises, que le prix du bidon de 20 litres d'essence pourrait passer de 20 000, 30 000 à 80 000, 100 000 livres libanaises. On voit bien ce que ça veut dire très concrètement pour les familles libanaises, qui déjà pour beaucoup d'entre elles crèvent de faim. Donc pour les dirigeants libanais qui vont devoir assumer jusqu'au bout cette situation, qui doivent en répondre, Hezbollah compris, rendre des comptes politiques à sa population. C'est la moindre des choses dans une démocratie, ou en tout cas ce qu'on prétend être une démocratie. On est à ce moment de vérité. Ça, c'est pour les dirigeants libanais, pardon de me répéter, qui doivent rendre des comptes, jour après jour, de leur action ces dernières années, ministres comme parlementaires, en particulier les parlementaires de la majorité. Pour la France, les choses sont très claires. L'initiative est sur la table. Les consultations parlementaires doivent reprendre. Un gouvernement de mission, un gouvernement d'urgence. La feuille de route est signée, madame. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Nous voyons tous 2 heures d'électricité produite par jour. C'était 8 heures il y a 1 an. Et on pourrait prendre tous les pans du pays. On sait tous la feuille de route. On le sait tous. Je l'ai encore vérifié ce week-end, le peu d'heures d'électricité, le niveau des infrastructures et l'état des routes. Et je ne fais pas de dessin sur la situation sociale dramatique dans le pays. La feuille de route, elle est sur la table. Par ailleurs, vous le savez, je vous le confirme, Emmanuel Macron réunira la conférence des donateurs fin octobre. Je vais vous dire un mot là-dessus. Ce n'est pas seulement pour faire de l'humanitaire pour de l'humanitaire. C'est un moyen de reconstruire le pays avec le peuple libanais, avec des ONG, avec des acteurs français et internationaux, par exemple l'Agence française de développement. On doit traiter des questions comme le logement, comme l'eau, comme l'urbanisme, la manière de réfléchir aussi au nouveau Beyrouth d'une certaine manière. On parle du nouveau Liban, parlons du nouveau Beyrouth. Donc on a 2 chemins pour nous qui sont clairement différents, mais en même temps complémentaires. L'exigence vis-à-vis des dirigeants et le soutien au peuple. Et on restera sur cette ligne-là. J'essaye d'être le plus clair possible, d'autant que Emmanuel Macron a prévu de revenir en décembre au Liban. Je peux témoigner que les réunions se tiennent à Paris en ce sens chaque jour, madame. Chaque jour, vous avez ici, dans les ministères, entre les ministères, un dialogue. Les parlementaires sont associés à tout ça pour préparer la venue d'Emmanuel Macron en décembre. Et je vous le redis, notre volonté est intacte pour aider le peuple libanais. Vous parlez de rendre de compte. Le problème, justement, dans le système libanais, c'est qu'il n'y a plus de système qui permet à ces hommes politiques de rendre des comptes, puisqu'ils se cachent derrière le voile confessionnel qui leur permet de dire « c'est eux, c'est pas moi », dans un système qui se paralyse lui-même en continu. Donc aujourd'hui, malgré la faillite annoncée de l'économie libanaise, vous parlez de l'électricité, c'est un problème qui dure depuis 20 ans, et pourtant, aujourd'hui encore, personne n'assume la responsabilité de cet échec et de nombreux échecs et de la défaillance de l'État libanais. Donc c'est difficile de miser sur le fait que la classe politique va devoir rendre des comptes aux Libanais, d'autant qu'ils vont être instrumentalisés et on va exploiter leur misère pour renforcer les réflexes communautaires et l'absence de contrôle. La question, c'est est-ce que la classe politique devra rendre des comptes à la communauté internationale
Et ma deuxième question, elle est sur cette conférence que vous évoquez en octobre. On veut bien, est-ce qu'on peut reconstruire le Liban ou aider le peuple libanais en contournant l'État libanais, en travaillant qu'avec des ONG? Et sinon, si on veut travailler avec l'État libanais, est-ce qu'on est prêt à n'importe quel prix à travailler avec l'État libanais, ou est-ce que les conditions qui avaient été posées pour la CEDRE et qui ont été posées dans l'initiative française restent les mêmes, c'est-à-dire un changement des règles du jeu? Qu'est-ce qu'on attend concrètement de cette classe politique aujourd'hui, de former un gouvernement à tout prix pour montrer sa bonne volonté, ou est-ce qu'on demande vraiment un changement fondamental dans la façon de faire? On voit bien dans les dernières tractations politiques que cette tractation gouvernementale, que la classe politique n'a pas fait les concessions qui lui étaient demandées, ne serait-ce que sur la forme, que les partis politiques se sont accrochés, notamment le Hezbollah, à nommer un ministre des Finances. Donc, on voit bien que la façon de faire n'a pas changé. Donc, quel est le levier d'action aujourd'hui de la France? Monsieur Emmanuel Macron a dit que la classe politique avait trahi les Libanais, certes, mais est-ce qu'elle a trahi aussi la France? Et si c'est le cas, quelles sont les mesures de rétorsion que pourrait prendre la France? Ça fait beaucoup de questions. Résumons en un mot. Le Liban connaît une transition. Une transition, c'est difficile, c'est complexe. On a parfois des accélérations, parfois des retours en arrière, parce que faire tomber un système, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on accepte cette idée de la transition. Une transition, ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire un gouvernement d'urgence. La feuille de route est très claire, des exigences internationales pour les dirigeants libanais de rendre des comptes à Beyrouth, comme à Paris, comme à Berlin, comme à Londres, comme à Washington. Pour le reste, 2-3 idées simples. Je l'ai dit très clairement depuis des semaines. Le Titanic social, que j'évoquais tout à l'heure avec la fin des subventions et la faillite de la BDL. Et donc la faillite reconnue du système bancaire. La traduction du défaut de paiement. Le Titanic social va couler toutes les parties libanaises. Je devrais dire couler tous les partis libanais. Point de suspension. Personne ne se sauvera. Hezbollah l'a compris. Et je pense que la réalité l'illustre chaque jour. Tout le monde sait que tel ou tel parti libanais a beaucoup moins d'argent aujourd'hui. Hezbollah l'a compris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nos exigences, je vous le redis, restent les mêmes. Parce que c'est la survie du Liban. Le temps de reconstruire un État au Liban. On ne va pas rester les bras croisés. C'est le sens de la conférence des donateurs. Pas pour tout faire reposer sur les ONG. Parce que je pense, ça c'est un propos personnel, qu'on doit créer de nouveaux instruments au Liban qui n'existent pas aujourd'hui dans le monde, pour les adapter à la situation libanaise. Je le pense. J'ai d'ailleurs fait des propositions en ce sens à Paris. Troisième et dernière chose, je ne veux pas être trop long. Mon sentiment après 20 ans de vie dans le pays, ou ça fait 20 ans que je viens dans le pays, je livre humblement, très humblement cette chose à votre réflexion. Ce qui me frappe, c'est les tensions concernant des mots que vous connaissez chaque jour, mais que vous finissez par oublier parce que vous vivez dedans. Les tensions concernent tels mots. On les vit en ce moment. Libanité, arabité, neutralité. Il y a ceux qui veulent ces mots-là, il y a ceux qui ne les veulent pas. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Donc si j'ai une chose à mettre sur la table ce soir pour une réflexion partagée, en tout cas c'est une conviction que je me suis faite, et je vous le redis très humblement, je ne crois pas à la réussite libanaise sans la définition et l'adoption d'un nouveau pacte d'une identité libanaise partagée. Je vais citer 5 mots. Libanité, arabité, neutralité active, citoyenneté et liberté, dans un pays qui commence à menacer les uns et les autres pour leur liberté d'expression. Et je pèse mes mots. Et vous le savez très bien. Donc mon sentiment, c'est que, et j'en termine, mon sentiment, c'est que nous parlons de gouvernement, nous parlons de feuille de route, nous avons raison de tenter de traiter l'urgence. Évidemment. Nous avons raison de reconstruire Beyrouth. Nous avons raison de vous accompagner pour reconstruire le port de Beyrouth.
Mais rien ne sera possible, me semble-t-il, dans la durée, et je pense aux jeunes générations en le disant, celles qui font leur valise en ce moment, sans la nécessité pour les Libanais de se poser un peu, de mettre de l'oxygène dans le système et de se dire et de se regarder en face, ce que Nassif Hiti a appelé le dialogue national. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui une identité libanaise partagée? Ça, je pense que c'est le chantier des chantiers qui, par ailleurs, va avec une forme de réconciliation approfondie dans le pays. Je ne vais pas détailler, mais je sais que vous voyez ce que ça veut dire parce que c'est votre vécu au quotidien. Et écoutez, franchement, je vous le dis, le déversement de haine dans ce pays, sur les réseaux sociaux notamment, c'est frappant. Moi, je viens d'un pays où les réseaux sociaux servent, comme partout dans le monde, au déversoir de haine. Je le vois dans mon propre pays. Mais au Liban, c'est une puissance exceptionnelle. C'est d'une puissance anormale. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas être un exemple pour les jeunes générations au Liban. Ça ne peut pas être un enfant pour les enfants. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut un nouveau gouvernement vite, oui, la feuille de route et un calendrier, une pression internationale, des politiques qui rendent enfin des comptes, des élections le moment venu pour permettre à d'autres générations de s'affirmer en politique, notamment des femmes, notamment des jeunes, et ce travail d'une nouvelle forme d'identité libanaise partagée. Voilà mes convictions. Merci. Une petite question quand même, parce que vous avez parlé des moyens de pression, de la communauté internationale, parce que quand même vous exigez, enfin ce qu'on demande aujourd'hui à ce futur gouvernement en attendant le fameux dialogue national, c'est quand même de se réformer lui-même, c'est-à-dire de scier la branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire mettre fin à la corruption, au clientélisme. Et les réformes économiques, purement économiques demandées sont très très coûteuses pour la classe politique libanaise. Donc elle ne va pas le faire de plein gré et vous pariez que la pression sociale interne suffira à les encourager à réformer. Si ça ne marche pas, parce que ça n'a pas marché jusque-là, la situation économique s'est détériorée progressivement, ce n'est pas venu d'un coup, et pourtant à aucun moment la classe politique ne s'est réveillée et a fait les réformes exigées qui sont exigées depuis 2018, les mêmes. Donc ce qui est demandé à ce futur gouvernement, qui n'aura pas de pouvoir exceptionnel, donc c'est un gouvernement qui est décidé par la classe politique, c'est tout d'un coup de se transformer et de changer elle-même en espérant que la pression interne sera suffisante. Est-ce que la pression internationale pourrait passer à un niveau supérieur qui est celui des sanctions? Vous le savez, le président Macron a dit « Je n'exclus pas cet instrument ». Et donc il a dit « Je mets les choses dans le bon ordre ». La pression maximale en 1. Nous espérons le gouvernement en 2. 3, madame, nous vous rassurons sur notre lucidité, à la fois sur la situation et sur les dirigeants, qui ont bâti un système depuis 30 ans. Mais ils sont encore là, jusqu'aux prochaines élections, sauf si la révolution, deuxième formule, devait en décider autrement. Dernier sujet, les sanctions. Emmanuel Macron a dit « je ne l'exclus pas ». Qu'est-ce que ça veut dire des sanctions? Il suffit de regarder les sanctions dans le monde. Votre région est bien placée pour le savoir. Les Américains sont les spécialistes des sanctions, mais l'Union européenne aussi, si on prend la crise en Ukraine, nous avons aussi appris à faire en la matière. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Par exemple, fin des visas pour tel ou tel et les familles qui vont avec. Mais c'est quoi le critère? C'est la corruption? Quel serait le critère d'imposition de ces sanctions? Parce que les Américains ont un cadre clair qui est collaboration avec Hezbollah, terrorisme, donc ça fait des sanctions. Dans le cas européen, qu'est-ce qu'on reprocherait à ces hommes politiques qui justifieraient la corruption? À ce moment-là, il y aurait quand même une longue liste. Je devine la longueur de la liste. Mais il faudra bien faire quelques exemples. Si ça ne devait pas bouger. En tout cas, ça n'engage que moi ce propos, mais c'est ce que je pense. Mais en tout état de cause, vous savez, au stade où nous en sommes finalement, ce qui est intéressant, c'est que le flou sur les critères des sanctions est plus stressant pour les personnes potentiellement concernées que la précision des critères. Mais en tout cas, si j'en crois certaines de mes discussions au pays, les gens potentiellement concernés savent qu'ils ne sont pas très loin de la liste.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit très clairement et publiquement que j'invite les personnes concernées à méditer sur la nature de ces sanctions. Voilà. Aujourd'hui, on n'en est pas complètement là, en tout cas c'est ce qu'a dit le président Macron. Je le redis, c'est pression maximale, la feuille de route, rendez des comptes, faites le boulot, commencez à régler les problèmes. Écoutez, bon sang, pardon de le dire comme ça, commencez à régler les problèmes. Produisez l'électricité, commencez à changer le système. Faites en sorte que les magistrats puissent faire leur travail, qu'on puisse avoir quelques premières condamnations, au moins pour passer des messages vertueux sur un début, fût-il timide, de changement du système. Encore une fois, je vous rassure sur notre lucidité totale sur le système. Donc, c'est quoi la prochaine deadline, si on devait mettre une deadline? Qu'est-ce qu'on attend pour voir si ça se matérialise ou pas, cette initiative à laquelle tout le monde est accroché, mais dont on ne voit pas concrètement la traduction? Madame, on n'a pas la prétention de régler en quelques semaines 30 ans de vie du Liban. En tout cas, moi, j'en ai pas la prétention. Pour une raison simple, c'est que c'est d'une complexité sans nom. Donc, nous n'avons pas cette prétention. Deux, votre question, quel est le timing? Le président Macron a indiqué 4 à 6 semaines. À titre personnel, je n'en sais rien. Parce que je sais le rapport au temps au Liban et dans la région. Et vous le savez mieux que nous. La seule chose que je vous dis ce soir, parce que vous êtes dans les si, moi ça fait 20 ans que je suis engagé en politique, je n'ai jamais fonctionné avec des si. Je ne sais pas ce que c'est des si. Moi ce que je sais, c'est que la France met une pression maximale, qu'elle parle à toutes les capitales concernées, que tous les pays concernés ont des intérêts, au Liban comme ailleurs, que la France, certes, est une puissance moyenne, mais elle a quelques atouts dans son jeu. Par exemple, l'accord nucléaire avec Téhéran, etc., etc. On fait notre travail politique, diplomatique, que par ailleurs on est présent dans cette région, y compris militairement, et qu'on a bien l'intention d'assumer le rôle de la France au Liban et au Moyen-Orient. Voilà ce que je vous dis ce soir. Merci beaucoup. Mais juste une petite question encore. Le rôle des Américains dans la région, au Liban en particulier, vous le voyez comme complémentaire à la France ou... C'est très clair. Nous avons, d'abord, les États-Unis sont un allié stratégique de la France, évidemment. Deux, comme toujours, depuis toujours, nous avons des points d'accord et des points de désaccord. Trois, je souhaite que nous soyons complémentaires au Liban et au Moyen-Orient. 4, je vais vous le dire comme je le pense, on ne comprend pas toujours tout de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Et si quelqu'un est capable de me l'expliquer, je suis preneur. Je n'ai pas l'impression d'être le seul. J'espère que le 3 novembre, aux États-Unis, apportera son lot d'éclairage. Mais en tout cas, moi, je suis preneur parce que je ne comprends partout. Franchement, quand on refait les épisodes en Syrie, en Irak et ailleurs, point de suspension, je n'ai pas la peine, je n'ai pas besoin de détailler, votre sourire en dit déjà long. Je dis simplement que le vœu que je formule, et je suis très sérieux en le disant, je pèse mes mots, je souhaite, vu l'état du Liban, franchement, vu l'état du Liban et la souffrance des Libanais, les larmes des Libanais que j'ai encore vues ce week-end, j'espère qu'entre deux grandes puissances occidentales, on puisse se mettre d'accord et travailler de concert dans l'intérêt du Liban et de la paix au Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne à présent, vu que la diplomatie a l'air d'être quand même, d'avoir un timeline un peu plus flexible. Et si on se tournait vers le droit, voir ce qu'il est possible de faire juridiquement pour mettre la pression sur nos dirigeants. Maître Sandrine Giroux, vous êtes avocate en Suisse, associée du cabinet Lalive, et vous êtes spécialiste du recouvrement des avoirs, notamment. Le recouvrement des avoirs, c'était un peu le slogan, une des principales revendications de la Révolution d'octobre. Et puis après, ça a été un peu présenté comme peut-être une façon de rapatrier des fonds pour aider la crise économique au Liban. Et aujourd'hui, ce n'est plus perçu que comme une menace, en fait, qu'on pourrait faire peser sur cette classe politique corrompue. Qu'en est-il vraiment concrètement? Est-ce qu'on peut aujourd'hui récupérer les flux, les fonds illicites, enfin, qui proviennent soit de l'évasion fiscale, soit de la corruption, soit d'un enrichissement illicite? Est-ce qu'on peut les retracer, les trouver, les geler, les récupérer? Ou à défaut, est-ce qu'on peut tout simplement
peut faire ce que Karim appelle du name and shame, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait utiliser cette technique pour mettre la pression sur la classe politique et la pousser à changer? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais rejoindre Monsieur Rouillard pour vous remercier et puis saluer le courage des Libanais et surtout de la société civile libanaise et aussi le travail incroyable que fait Aldic, parce que je pense que ce qui est important dans toutes ces situations, c'est l'information. C'est d'avoir une information honnête, véritable, vraie, qui permet d'avancer. Donc, je n'ai pas l'ambition de faire de la diplomatie ou de la politique étrangère. Mon domaine, c'est celui du droit. Je suis avocate suisse, donc je vais vous parler plutôt de mon expérience suisse. Je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux avoirs des Libanais en Suisse. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais parler. Mais je le fais avec beaucoup d'humilité face aux difficultés que rencontre le Liban. Sans tirer de parallèles peut-être faciles, j'aimerais quand même mentionner que la Suisse, en 1845, avait aussi rencontré une guerre civile dans laquelle la moitié du pays catholique essayait d'avoir son indépendance de l'autre moitié qui était protestante. On est 150 ans plus tard et on a fait des progrès. Donc, c'est pour vous dire que chaque pays a ses difficultés, chaque pays a son histoire. Et il est important de persévérer et il faut toujours garder l'espoir pour avancer vers le mieux. Je vous propose de présenter tout d'abord le cadre juridique suisse en lien avec le Liban. Donc, je vais le faire grâce à une présentation PowerPoint. Puis ensuite, j'accepterai volontiers et je répondrai volontiers à vos questions. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte suisse parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la Suisse, même avec nos meilleurs voisins, les Français. On pense que tout l'or du monde se trouve en Suisse et qu'il suffit aux Suisses de souhaiter le rendre pour en disposer. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, par contre, il y a des éléments qui restent, comme notamment le secret bancaire. Donc, c'est vrai que la Suisse a le secret bancaire qui, en fait, est ancré dans la loi sur les banques et qui, s'il est violé, donne lieu à des sanctions pénales. Maintenant, le secret bancaire n'est pas absolu. En cas de procédure pénale, un procureur ou une autorité pénale peut tout à fait lever le secret bancaire et obtenir toutes les informations que l'autorité souhaite. Donc, ce secret n'est pas absolu et on peut tout à fait avoir accès aux informations. Un autre point est que la Suisse a envie d'aider. Alors, je pourrais vous donner beaucoup de cas, et j'en parlerai après, où la Suisse est véritablement pro-entraide. Donc, si un pays étranger lui demande de l'aide, la Suisse va tout faire pour l'aider, mais dans le cadre des garanties fondamentales de procédure. Et ça, je pense que c'est important de garder en tête parce qu'on ne peut pas simplement, parce qu'on le souhaite, disposer des règles de procédure. Il y a vraiment un cadre, notamment ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme et celle de l'état de droit. Enfin, un point qui se raccroche aussi au point que M. Iti a mentionné, celui de la neutralité active. Il faut aussi garder en tête que la Suisse a envie d'aider, mais de pays à pays. Donc, elle respecte énormément la souveraineté étrangère. Elle ne va pas essayer de jouer le rôle de l'État étranger à sa place. Et c'est dans ce cadre-là que la Suisse garde sa place de neutralité active, qui est aussi un concept que la politique étrangère suisse utilise, qui est finalement celui d'une présence active et solidaire et de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Et ça se fait de différentes manières. Mais la Suisse garde vraiment cette vision interétatique et ça pose des problèmes aussi sur la prise en compte de la volonté d'action de la société civile et j'y reviendrai. Par rapport à la restitution des avoirs, c'est important de garder en tête par rapport à la Suisse le fait que c'est peut-être l'un des pays qui a restitué le plus d'avoirs d'origine illicite au monde. Depuis une trentaine d'années, on peut compter environ 2 milliards restitués à des pays qui ont été spoliés. Il y a plusieurs cas, je les mentionne, ils sont cités sur le site du département fédéral des affaires étrangères, notamment le cas du Valier avec Haïti, où c'est une procédure qui a été moteur par rapport à la législation suisse. À Bacha, on voit ces 321 millions qui ont été restitués, le Kazakhstan, l'Angola, le Kazakhstan à nouveau, le Mexique, l'Angola, le Nigeria,
les Philippines. Et les Philippines, c'est un cas vraiment important parce que vous voyez, il y a 684 millions qui ont été restitués, mais c'est une procédure qui date de Marcos et donc des années 70-80. Et enfin, Montesinos avec le Pérou. Mais il y a encore d'autres procédures qui sont en cours, notamment en lien avec le printemps arabe et puis aussi l'Ukraine que mentionnait M. Rouillard. Donc, il y a une véritable volonté de la Suisse de restituer. Il y a une politique étrangère qui est axée sur ce recouvrement d'avoirs et cette restitution des avoirs, mais ça se fait dans un cadre juridique précis. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la mauvaise volonté de la Suisse parfois de ne pas agir, mais si le pays étranger ne remplit pas certaines conditions, la Suisse tout simplement ne peut pas agir à la place de cet État. C'est simplement une question de respect de la souveraineté étrangère. Alors, quelles sont les options possibles d'un point de vue légal ? Il y en a plusieurs. La première, c'est d'ouvrir une procédure pénale en Suisse pour recouvrer des avoirs qui ont été spoliés. Le code pénal suisse prévoit différentes infractions, mais celles qui sont les plus pertinentes sont celles du blanchiment d'argent. Donc, si vous avez un crime qui a été commis au Liban, d'escroquerie, de corruption ou d'abus de confiance, gestion déloyale, en fait, cet argent qui a été détourné au Liban, s'il arrive sur un compte bancaire suisse, afin de le cacher, c'est du blanchiment d'argent, c'est une infraction selon le droit suisse et vous pouvez tout à fait ouvrir une procédure pénale sur cette base. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'importance de l'aide de l'État étranger parce que la Suisse ne pourra pas simplement mener la procédure à terme si elle repose simplement sur le blanchiment d'argent. Il y aura besoin de preuves concernant l'infraction préalable qui, elle, s'est passée à l'étranger. Donc, de nouveau, à ce niveau-là, c'est important d'avoir une bonne collaboration entre la Suisse et l'État étranger. La deuxième possibilité d'action en lien avec la Suisse, c'est l'entraide internationale en matière pénale. La Suisse a une loi qui lui permet d'aider les autorités étrangères à obtenir des informations et à bloquer des avoirs en Suisse en appui d'une procédure pénale étrangère. Ça veut dire que si le Liban décidait de poursuivre les personnes qui sont accusées de corruption et que on peut soupçonner que ces personnes ont soit des avoirs, soit qu'il y a des preuves en Suisse, notamment de la documentation bancaire, c'est tout à fait possible pour les autorités de poursuite libanaises de demander à la Suisse cette aide et la Suisse va y donner droit. Enfin, le troisième moyen d'action, c'est la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite sur laquelle je vais revenir dans un instant. Cette loi, finalement, c'est l'ultima ratio. C'est si plus rien ne marche et que la Suisse veut absolument aider à stopper ou à bloquer ou à restituer des avoirs d'un État spolié qui n'est plus capable de mener les procédures à son terme pour obtenir le recouvrement de ses avoirs. Mais c'est vraiment en cas d'échec de l'entraide en matière pénale et en l'absence de toute possibilité de procédure pénale suisse. Donc, il faut vraiment avoir affaire à un État défaillant. On a parlé d'État failli. La notion qui est utilisée en Suisse est celle d'État défaillant. C'est un concept juridique et j'y reviendrai. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans ce cadre-là, les avoirs bloqués sont restitués par le biais de projets d'intérêt public. Et donc, il y a un accord qui se fait entre l'État spolié et puis la Suisse pour investir cet argent dans des projets d'intérêt public. Donc, ce n'est pas une restitution directe à l'État. Donc, j'aimerais passer quelques instants sur cette loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite. Pour que vous compreniez tout d'abord le contexte, j'ai mentionné ces petits noms. D'abord, elle s'appelait la Lex Duvalier, puis elle s'est transformée en Lex Ben Ali. Et le contexte est le suivant, c'est que par rapport à Haïti, qui avait fait une demande d'entraide à la Suisse à l'époque de Jean-Claude Duvalier et de son départ du pouvoir, la Suisse a été confrontée à l'incapacité des autorités haïtiennes de mener à bien ces procédures d'entraide. Il y avait des fonds en Suisse, la Suisse avait des raisons de soupçonner qu'elles étaient d'origine illicite et la Suisse a été prise au dépourvu parce qu'elle voulait bloquer et confisquer cet argent, mais elle n'avait pas les moyens juridiques de le faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, a bloqué et renouvelé les blocages de ces fonds jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Et là, le Parlement a passé une Lex Duvalier, parce qu'on l'appelle vraiment en raison du cas qui a motivé la création de cette loi, pour continuer le blocage jusqu'à ce que Haïti puisse mener à bien
une procédure d'entraide. Ce qu'Haïti a été à moitié en mesure de faire, mais pas totalement, ce qui a mené à la modification de la Lex Duvalier en la Lex Ben Ali, parce qu'à ce moment-là, on est arrivé à l'époque du printemps arabe, qui a permis à la Suisse d'avoir une loi qui lui permettant de bloquer les avoirs que de les confisquer et de les restituer. Donc la loi que nous avons actuellement, elle permet le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes exposées politiquement étrangères. Donc on parle bien des PEP étrangers, pas des PEP suisses, lorsqu'on peut penser que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption, de gestion déloyale ou d'autres crimes. On pourrait penser dans le cadre d'un conflit armé aussi de génocide ou crimes contre l'humanité ou d'autres crimes de cette nature-là. Et donc ça, c'est le cadre légal qui permet à la Suisse d'opérer dans des cas très particuliers. Et les deux blocages qui existent, le premier, c'est le blocage en vue de l'entraide judiciaire. C'est un blocage, je dirais, de mesures urgentes. Quand tout d'un coup, comme en Égypte ou en Tunisie, vous avez un gouvernement qui est déposé avec un potentat présumé qui est éjecté du gouvernement, la Suisse immédiatement peut prendre cette mesure de préservation des biens qui se trouvent en Suisse pour les bloquer et permettre à l'État spolié de prendre le temps de faire une requête d'entraide. Et les conditions sont les suivantes. Il faut qu'il y ait des avoirs de personnes exposées politiquement en Suisse. Il faut qu'il y ait une perte de pouvoir du gouvernement étranger. Il faut qu'il y ait un degré de corruption notoirement élevé et une origine illicite vraisemblable des avoirs. Et enfin, il faut que la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage. Et je pense que cette notion est importante. Je le relève parce que cette loi, la loi sur la valeur patrimoniale d'origine illicite est une loi que personnellement j'appellerais de politique. C'est si l'intérêt de la Suisse est de bloquer ses avoirs, la Suisse va le faire. Il y a toujours cette petite porte de sortie. Je ferai un petit aparté sur cette question-là plus tard en lien avec la société civile, mais c'est important de garder en tête que c'est une loi à caractère politique. Maintenant, ce blocage est limité à 4 ans, renouvelable 1 an, jusqu'à un maximum de 10 ans. Ce qui veut dire que ces avoirs peuvent être bloqués pendant 10 ans jusqu'à ce que l'État étranger fasse une requête d'entraide. Mais il faut une requête d'entraide pour qu'ensuite ces avoirs soient confisqués. Le deuxième cas de blocage est le blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire. Donc si, comme dans un cas comme Haïti, il y a eu échec de l'entraide judiciaire, on peut bloquer ces avoirs et initier une action de confiscation que la Suisse peut initier en vue de confisquer les avoirs et les restituer à l'État spolié dans le cadre de projets d'intérêt public. Et les conditions sont assez restrictives. Tout d'abord, il faut que ce soit en vue de la procédure de confiscation, qui est aussi réglementée par la loi, d'avoirs de personnes exposées politiquement, des avoirs qui ont été bloqués sur la base d'une demande d'entraide et une incapacité de l'État étranger de répondre aux exigences de l'entraide, ce qu'on appelle la situation de défaillance. Et enfin, de nouveau, cette clause politique qui est celle de la sauvegarde des intérêts de la Suisse. Jusqu'à présent, le seul cas dans lequel ce blocage et l'action en confiscation ont été appliqués, c'est le cas d'Haïti. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour mesurer finalement la situation du Liban face au seul cas dans lequel la Suisse a appliqué cette loi. Là, je résume les cas dans lesquels la loi a été appliquée jusqu'à présent. Tout d'abord, les blocages en vue de l'entraide. Il y a eu l'Égypte, la Tunisie, l'Ukraine et le blocage confiscatoire Haïti. Et dans le cadre de l'Égypte, notamment, la LVP finalement n'a pas été appliquée parce qu'il y a eu des accords dans le cadre de procédures pénales entre l'Égypte et puis la Suisse. Et puis pour l'Ukraine et la Tunisie, c'est encore en cours. Mais il y a des procédures d'entraide en cours. Voilà. Maintenant, peut-être passons quelques instants à la question de l'État défaillant. C'est un concept juridique qui reprend l'article 17 alinéa 3 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui parle d'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'État considéré. Et pris dans le contexte de la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, on examine si, strictement limité à la situation d'un État dans le cadre d'une procédure d'entraide, cet État n'est pas capable de mener à bien la procédure d'entraide selon les critères standards de l'entraide en matière pénale.
Si je regarde maintenant ce qui se passe par rapport au Liban, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, je pense que d'autres que moi autour de ce panel auront plus d'informations sur les détails de ces procédures, mais de ce que je comprends, il y a eu différentes démarches entreprises notamment par la société civile pour dénoncer les transferts de biens, d'avoirs massifs du Liban en Suisse et une volonté d'obtenir le blocage de ces avoirs. Il y a eu plusieurs actions menées par la Suisse à cet égard, notamment, de ce que je comprends, une demande d'entraide libanaise qui a été faite à l'attention de la Suisse. Cette demande a été traitée par les autorités suisses en janvier 2020 et la Suisse a demandé des informations complémentaires. Donc, à ma connaissance, il y a donc une procédure d'entraide pendante, mais elle n'est pas complète, elle n'a pas été rejetée et c'est une procédure qui doit suivre son cours. En parallèle, il y a aussi une interpellation d'un parlementaire suisse au Conseil fédéral sur ce que le gouvernement suisse faisait en lien avec les avoirs libanais. Et le titre de cette interpellation est assez parlant. Il y a l'hyperlien vers l'interpellation détaillée et la réponse du gouvernement dans ma présentation pour ceux que ça intéresserait. Mais le titre, je pense, est parlant, c'est « Des milliards de dollars d'avoirs de potentats libanais dorment sur des comptes bancaires suisses ». Qu'entreprend le Conseil fédéral pour que la lumière soit faite sur cette situation et que les avoirs soient restitués à la population libanaise. Et à cette interpellation, le Conseil fédéral a répondu que, selon son appréciation, le cadre légal existant en Suisse était suffisant, ce qui veut dire que l'entraide judiciaire est possible, qu'il n'y a pas de cas d'application de la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, ce qui veut dire que les conditions, et c'est intéressant, les termes qu'utilise le Conseil fédéral, c'est que les conditions cumulatives n'étaient pas remplies. Donc, probablement que selon son appréciation, il y a plusieurs conditions qui sont remplies. Alors, est-ce que c'est la corruption notoire ou la disparition du gouvernement? Ça, c'est à voir, c'est à l'appréciation du gouvernement, mais on n'a pas les détails de cette analyse. Et le gouvernement de se reposer finalement sur la procédure d'entraide qui est actuellement pendante, mais aussi de relever que l'échange automatique d'informations avec le Liban suit le processus qui est prévu, c'est-à-dire que j'y reviendrai dans quelques instants, voilà, qu'au niveau de l'échange automatique de renseignements, le cadre légal avec le Liban existe, il y a un accord, mais que le Liban n'est pas encore à jour au niveau des exigences de confidentialité et de sécurité des données que le Forum mondial sur la transparence requiert. Donc pour l'instant, la Suisse, à partir du 1er janvier 2020, récolte des informations sur les personnes dont la résidence fiscale est au Liban, mais qui ont des comptes bancaires en Suisse, mais ne pourra échanger ces informations qu'à partir du moment où le Liban pourra assurer les exigences de confidentialité et de sécurité des données. Donc, je pense que c'est important de montrer que la Suisse essaye de faire ce qu'il est possible, mais elle opère toujours sur la prémisse que l'état de droit de part et d'autre doit être respecté. Donc, il y a des garanties de procédure fondamentales qui doivent être respectées. Je voulais simplement relever l'infraction d'enrichissement illégitime qui a été adoptée le 30 septembre parce que je pense que c'est un progrès pour le Liban. Je laisserai d'autres que moi commenter parce que je ne suis pas juriste libanaise, mais je pense que c'est véritablement un progrès. Et pour peut-être maintenant passer à ce que peut faire la société civile. Malheureusement, la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite que la Suisse a mise en place exclut le rôle des victimes de corruption. C'était une volonté délibérée de la Suisse d'écarter les victimes ou les individus ou les ONG pour participer à ce processus de blocage, confiscation et restitution des avoirs. Parce que la Suisse a vraiment cette perspective de processus interétatique. Alors, contrairement à la France, qui est plus progressiste, en tout cas à ce niveau-là, où certaines ONG qui travaillent pour la lutte anticorruption ont la capacité de déposer plainte pénale, en Suisse, vous pouvez dénoncer des cas de corruption, mais en tant que dénonciateur, vous n'avez plus aucun droit dans cette procédure pénale. Donc, les ONG ou les victimes directes de corruption n'ont pas de possibilité de participer à ce processus. Par contre, je pense que la société civile a un rôle fondamental
pour faire pression sur les autorités pour que des actions judiciaires soient menées, comme je l'ai mentionné, soit des procédures pénales au Liban, soit des procédures de blanchiment d'argent en Suisse, où l'État libanais pourrait tout à fait être partie à ces procédures. La société civile peut aussi dénoncer les cas de corruption. Et puis, je pense que ce qui est fondamental pour toute procédure judiciaire, c'est d'avoir des preuves. Donc, la documentation des faits démontrant des cas de corruption est fondamentale. Et là, à nouveau, que ce soit les journalistes, les activistes, tout le monde a vraiment un rôle par rapport à la constitution de dossiers judiciaires. Mais je pense que c'est important de faire attention aussi dans le contexte très sensible que M. Rouillard a décrit, qu'il faut faire attention à ne pas dénoncer, à ne pas crier au loup non plus dans tous les sens, parce que ça n'apporte rien. Ce qui est important, c'est de garder en tête la qualité de la procédure judiciaire et les garanties fondamentales de l'état de droit. Donc, voici aussi trois ressources que je suggère de consulter pour ceux qui sont intéressés à comment se passe ce processus de recouvrement et des précédents. La STAR Initiative de la Banque mondiale, le Basel Institute on Governance qui s'occupe de recouvrement d'avoirs, et puis aussi les séminaires de Lausanne organisés par le gouvernement suisse avec des experts internationaux sur le recouvrement. Et je pense que c'est des pistes de réflexion pour les autorités libanaises ou pour tous ceux qui sont au Liban intéressés au recouvrement d'avoirs, pour essayer d'échanger des informations et créer des capacités au Liban pour contribuer au processus. Enfin, je conclurai simplement pour dire que la Suisse, elle peut agir pour bloquer, confisquer et restituer, mais il faut pour cela démontrer l'origine illicite des fonds, ou en tout cas leur présomption. Et il faut qu'il y ait soit une procédure pénale en Suisse, soit une entraide en matière pénale, parce que je pense qu'on ne peut pas qualifier l'État libanais actuellement d'État défaillant. On ne peut pas le comparer à ce qui s'est passé à Haïti pendant des dizaines d'années, avec en plus ensuite une crise suite à l'ouragan. On n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport au Liban. Les institutions n'ont pas encore totalement, se sont pas effondrées, en tout cas au seuil des critères posés par le droit suisse. Mais en tous les cas, il faut vraiment véritablement une volonté politique du Liban de mener une procédure judiciaire. Voilà. J'en resterai là et j'apprécierais volontiers la discussion sur ces sujets. Merci beaucoup Sandrine. Donc justement, volonté politique, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette conversation. Il faut des réformes, mais les gens à qui on demande de faire les réformes seraient eux-mêmes visés par les réformes. Donc on est un peu, et c'est pareil pour ce cas. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites on peut entamer une procédure pénale en Suisse si on a assez d'éléments? Comment ça se passe concrètement? C'est ouvert à n'importe qui d'aller ouvrir une procédure pénale en Suisse? Oui, tout à fait. Il y a deux possibilités. La première, c'est une plainte pénale. Quand vous-même, vous êtes lésé par un bien juridique atteint, quand vous êtes atteint dans votre bien juridique, notamment le blanchiment d'argent est un bien juridique qui appartient à la personne qu'on a volé. Cette personne peut déposer plainte pénale. Et ça peut être aussi l'État libanais. Hein. Et justement, l'objectif, c'est contourner l'État libanais, parce qu'on voit bien que la volonté politique n'y est pas. Donc, dans ce cadre-là, vous avez tous les droits en tant que partie plaignante à la procédure. L'autre possibilité, c'est de dénoncer. Et ça, n'importe qui peut faire une dénonciation. L'inconvénient avec cette forme-là, c'est que vous n'êtes plus partie à la procédure, donc vous ne pouvez pas la suivre. Mais des représentants de la société civile peuvent tout à fait dénoncer une situation qu'ils considèrent ou qu'elles considèrent comme étant criminelle. Je peux donner des exemples aussi de justice internationale. Il y a des ONG qui dénoncent des cas de violation de crimes internationaux qui relèvent de la compétence universelle avec des personnes ou des intérêts en Suisse, et ces ONG suisses dénoncent ces cas. Ça initie des procédures pénales en Suisse. Malheureusement, ces ONG ne peuvent pas suivre le processus, elles ne sont pas parties à ce processus, mais ça a initié le processus. Donc, il y a en tout cas quelque chose qui peut être fait.
Et quel est le cadre de coopération de la Suisse avec l'UE? Par exemple, si l'UE se décidait d'avoir des sanctions ou de gel d'avoir d'hommes politiques libanais, est-ce que la Suisse coopère ou se cache derrière un cadre légal spécifique? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir un jour saisir tous ces milliards de dollars libanais déposés en Suisse? Gelés Alors, du moins. la Suisse a aussi un régime légal de mise en œuvre des sanctions. En général, elle reprend les sanctions soit de l'ONU, soit de l'OCDE, soit de ses partenaires principaux, l'un étant l'Union européenne. Ça arrive très souvent que la Suisse reprenne telle quelle, en tout cas de toute façon les sanctions de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne. Il y a peut-être une exception avec l'Ukraine où la Suisse a pris des mesures visant à ne pas contourner les sanctions que d'autres pays ont prises ou d'autres organisations comme l'Union européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui marche très bien en Suisse et la loi s'applique et elle marche. Donc, si il devait y avoir des sanctions de l'Union européenne concernant certaines personnes ou entités libanaises, j'imagine tout à fait la Suisse considérer les mettre en œuvre également. Et ce type de procédure, ça prend. J'ai vu les dates tout à l'heure des gens qui ont été, Ben Ali ou l'Égypte. On parle d'années. Et tout à l'heure, M. Rouillard a parlé de transition. C'est-à-dire, d'abord, ce que je retiens de votre présentation, c'est que tant que la transition n'est pas achevée, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un changement fondamental dans l'État et donc le corps judiciaire et tout ce qui compose l'État, on ne peut pas espérer réellement une procédure de récupération des biens acquis, en tout cas de la part de l'État libanais, mais qu'en attendant, la pression internationale ou les outils internationaux pourraient être en fait plus effectifs pour geler les... Il y a plus de chances d'obtenir un gel des avoirs à travers une pression internationale qu'à travers le système judiciaire libanais. Je pense que le système judiciaire libanais a déjà agi, vu qu'il y a une procédure d'entraide. Ici, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'en principe, le pouvoir judiciaire est indépendant de l'exécutif et du législatif. Donc, moi, en principe, mais je peux qu'encourager finalement les autorités de poursuite à faire valoir leur indépendance. Et j'ose espérer que c'est là aussi où elles ont un rôle à jouer. On a vu dans des pays, moi, j'ai pu suivre le cas, par exemple, du Kenya, où vous avez eu des procureurs tout à fait courageux qui ont pris des positions de principe sur la lutte contre la corruption malgré les pressions de l'exécutif. Donc, on peut aussi penser que malgré la pression politique, le pouvoir judiciaire a aussi son rôle indépendant à jouer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le temps, c'est vrai que le temps judiciaire est long. Quand vous avez des procédures d'entraide, il y a des procédures de recours parce que voilà, il y a la garantie de l'état de droit et des garanties de procédure. Mais à la fin, en général, je vous l'ai dit, la Suisse est pro-entraide, donc si elle peut restituer, elle le fera. Maintenant, par rapport aux sanctions, quand Ben Ali Ben Ali ou Moubarak ont été déboutés du pouvoir, je pense que dans les heures même de l'annonce de leur départ du pouvoir, le Conseil fédéral suisse avait envoyé le communiqué de presse avec le blocage des avoirs de tous leurs biens. Donc, ça peut se passer très rapidement s'il y a une volonté politique. Mais la Suisse reste un pays neutre, un pays avec neutralité active, mais qui est aussi vraiment qui veut aider les pays étrangers, qui est garant de l'état de droit et qui, dans la mesure du possible, veut suivre les procédures d'entraide. Donc, je ne pense pas que ce sera la Suisse qui sera meneur sur des questions qui sont d'une telle sensibilité politique. Une petite question, quand la Suisse, vous dites, est prête à coopérer et aime restituer, est-ce que ce n'est pas un aveu quelque part aussi de la faillite de son système bancaire, en tout cas dans les compliance et la vérification? Parce que quand l'État suisse dit « je suis prêt à lutter contre le blanchiment », c'est une reconnaissance que les banques suisses, elles, en revanche, ne luttent pas suffisamment contre le blanchiment. Alors, je pense que c'est un très bon point et ça me permet aussi de compléter un point. Je pense qu'il faut aussi mesurer la proportion du blanchiment par rapport à la mesure des actifs qui sont en Suisse. Donc, il y a des centaines de milliards, voire de trilliards d'avoirs sous gestion en Suisse. Donc, c'est clair que par rapport à d'autres pays, la question du blanchiment se posera de manière plus accrue. Il y a énormément de dénonciations, de notifications de blanchiment par les banques actuellement et il faut pouvoir les traiter. Donc, toutes les institutions bancaires, maintenant, je dirais, ont investi énormément dans la compliance. Après, c'est des évaluations humaines, donc ce sera un problème.
on peut toujours faire mieux, mais de manière générale, je dirais le système a beaucoup plus progressé. Un point que votre question soulève, c'est aussi la question de la compliance des banques. Mais s'il y a des journalistes qui dénoncent, comme on le voit, les reporters internationaux avec les différents papers qui sont publiés, font des enquêtes sur telle ou telle personne dont on met en question l'origine des fonds, si les banques lisent ça, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont elles-mêmes dénoncer un cas de blanchiment ou des soupçons fondés de blanchiment d'argent, ce qui peut mener à un blocage de ces fonds. Donc, c'est à vous de… Là, c'est aussi un rôle que les journalistes ou d'investigation, la société civile peut jouer. Merci beaucoup, Sandrine. Je vais prendre, on n'a plus beaucoup de temps, on a été très long. Je vais prendre juste quelques questions qui reviennent fréquemment des participants. Une question pour vous, Monsieur Rouillard. Les gens aimeraient que vous explicitiez en fait les intérêts de la France au Liban pour qu'ils sachent en fait un peu à quelle sauce ils seront mangés. Ils voudraient savoir, au final, la question est assez dit, la France n'est pas un bon samaritain. Dites-nous clairement quels sont les intérêts de la France au Liban et donc quel est le risque que ces intérêts priment sur les intérêts du Liban ou en tout cas qu'ils ne soient pas alignés avec les intérêts du Liban, de la révolution libanaise ou de la rue libanaise. Il faut que vous enleviez votre micro. Pour la France et le Liban, j'entends la rue libanaise que je fréquente chaque jour quand j'y vais. Je devrais dire en réalité qu'elle m'appelle chaque jour. La preuve, elle m'écrit en ce moment. Donc, j'ai bien lu les questions, y compris sur le Bon Samaritain. Disons les choses clairement. Nous avons une relation historique. Nous avons des valeurs partagées. Nous avons une amitié. Nous avons des histoires de famille, etc. Pour autant, c'est vrai, la France a des intérêts à défendre, des intérêts sécuritaires, des intérêts économiques, des intérêts culturels, des intérêts éducatifs, mais je le dis au bon sens du terme. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais dans la région de Sarkhlé. Je suis allé annoncer une bonne nouvelle, c'est-à-dire un soutien financier à une école chrétienne qui accueille 95% d'enfants chiites et sunnites là où elle est pour participer au dialogue national dès le plus jeune âge. C'est l'intérêt de la France d'avoir des écoles francophones, j'espère francophiles. C'est l'intérêt de la France d'avoir ce dialogue dès le plus jeune âge au Liban et au Moyen-Orient. Mais j'espère que c'est avant tout l'intérêt des Libanais. Donc quand je réponds intérêt, oui, notre pays a des intérêts, nous l'assumons très clairement, moi le premier. Mais nous avons la prétention de penser que les intérêts de la France sont très largement ceux du Liban. Voilà, donc je réponds de cette manière-là et je crois que ça se décline dans les différents domaines. Exemple pour terminer, la reconstruction du port de Beyrouth. Vous pourrez nous dire oui, CMA et CGM est intéressé, c'est vrai. D'ailleurs, on soutient cette belle entreprise, mais vous le savez, elle est à la fois française et surtout libanaise. Voilà, donc je pense qu'on peut concilier parfaitement les intérêts libanais et les intérêts français, même si je vois bien les questions qu'il y a derrière et avec beaucoup de regard vers Téhéran. Mais je vous réponds de la manière la plus claire, nette et sincère qui soit. Il n'y aura pas de compromis sur le dossier libanais. Le Liban a déjà été victime de compromis internationaux à plusieurs reprises. Est-ce qu'il sera victime encore une nouvelle fois? Non, vous parlez de compromission, vraisemblablement. La France, par essence, la France est une puissance moyenne. Elle veille à l'équilibre des forces et elle essaiera d'avoir une position aussi claire que possible dans l'intérêt du peuple libanais. Et en même temps, on sait très bien, encore une fois, que la transition nécessitera du temps et des compromis, même si je sais que ces mots-là ne plaisent pas à beaucoup au Liban, mais nous n'avons pas la recette miracle. Je dis toujours, d'ailleurs, on est toujours preneur des propositions des uns et des autres. Et d'ailleurs, on est très à l'écoute de la société civile et en tout cas des acteurs qui essayent de faire bouger le système, les partis de l'opposition comme les acteurs de la société civile, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière petite question à M. Hété. La recette miracle, vous l'avez? Il faut que vous activiez votre micro. Oui. Il n'y a pas de recette miracle, mais il faut qu'il y ait une approche tout à fait réaliste et une approche globale concernant la question libanaise. On ne peut pas traiter d'un aspect sans traiter d'un autre aspect. Il faut avoir une feuille de route. C'est pourquoi j'insiste, au risque de me répéter, d'avoir une feuille de route très nécessaire pour que tout le monde
puisse y participer, doit y participer à cette feuille de route pour sortir de cette crise. Parce qu'en fin de compte, il n'y aura pas de gagnant. Le gagnant va perdre 2 minutes après le perdant. Quand le navire va couler, tout le monde va être perdant. Donc, il faut agir aujourd'hui avant demain, parce que le temps est très important et l'ennemi de cette situation qui, si elle perdure, malheureusement, nous irons entièrement vers une implosion sociale. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été patients, d'avoir répondu à mes questions. Et je laisse Karim conclure le mot de la fin parce qu'on est déjà très, très en retard. Merci. Merci Sahar, merci à tous les intervenants pour ce webinaire qui a été passionnant. Je remercie chacune et chacun d'entre vous. Je ferai un constat final. Je partirai du constat que nous a donné M. Hati en disant que le Liban aujourd'hui est pratiquement un pays failli avec une gouvernance difficile, voire impossible. J'arrive à la réalité qu'a décrit M. Rouillard en disant qu'aujourd'hui, les dirigeants libanais qui ont failli à leurs engagements vont devoir faire face à la dégradation rapide de la situation économique et donc vont devoir rendre des comptes à leurs élus et aux personnes qui dépendent d'eux. Ils seront peut-être amenés, par la pression populaire qu'on espère, ils seront peut-être amenés à prendre des dispositions ou des résolutions qui vont dans le sens de la formation du gouvernement de mission, de mettre en avant les réformes, de préparer des élections qui soient des élections qui puissent accompagner le peuple libanais dans son changement et aussi, surtout, d'arriver à un consensus, un nouveau consensus entre les Libanais sur une plateforme commune. J'arrive aux mesures. Il y a des mesures qui peuvent forcer et faire arriver à cet objectif ou à ce but. Et là, je passe à Maître Giroux, ma collègue, qui nous a expliqué d'une façon très détaillée et très précise que les choses sont difficiles, peut-être pas impossibles, mais que la phase de récupération et de pression sur les dirigeants libanais passe par différents niveaux ou différentes phases et est conditionnée par un certain nombre d'éléments. La phase de confiscation, tout d'abord, ou la phase de gel qui précède la confiscation et qui permet de prouver des infractions, parce qu'elle a très bien expliqué et montré qu'aujourd'hui, le blanchiment, c'est vrai qu'il sert à ouvrir la procédure, mais derrière le blanchiment, il faut prouver l'infraction qui est la corruption ou autre. Et là réside tout le problème, parce que nous savons qu'au Liban, il est très difficile de pouvoir confondre les dirigeants et de prouver leur culpabilité au niveau de la corruption ou autre. On peut en parler, mais il est difficile et on voit à quel point c'est difficile avec le forensic audit aujourd'hui. Tout ça pour dire et d'arriver à ce constat, et cette synthèse peut-être difficile pour certains à entendre, mais qui reprend une réalité implacable, qui est le fait de se dire « aidez-vous et le ciel vous aidera ». Donc, tout repose sur l'action des Libanais et l'action de tous ceux qui croient encore que le changement est possible. Est-ce qu'il est possible dans le cadre des difficultés que nous voyons aujourd'hui et des contraintes que nous subissons? Oui, il peut être possible parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire et il faut pousser les dirigeants dans leur dernier retranchement. Les pousser dans leur retranchement parce qu'ils vont nécessairement faillir, ils vont nécessairement faire des erreurs. Et de ces erreurs, il faut profiter pour pouvoir à ce moment-là voir des pays comme la France, être présents pour pouvoir nous accompagner. Mais avant d'avoir entrepris cette action par nous-mêmes, je crois que personne ne pourra nous aider. Personne, d'une façon réaliste, personne ne va faire le travail à notre place. Ça ne donne pas beaucoup d'espoir à certains. Mais on a des expériences sur le terrain, on a une réglementation qui est en train de se mettre petit à petit en place. On a vu que la semaine dernière, il y a une loi sur l'enrichissement illicite qui a été adoptée. Cette loi, aujourd'hui, considère que l'enrichissement illicite est un crime en soi. Donc, on n'a plus besoin simplement, ce n'est plus une présomption qui nous mène à l'obligation de prouver le crime qui sous-tend l'enrichissement illicite. Il suffit aujourd'hui de pouvoir prouver que ce dirigeant ou ce fonctionnaire a un mode de vie, a des revenus ou des actifs qui ne correspondent en rien à ses revenus déclarés.
Et là, on peut aller de l'évasion fiscale à la corruption, à d'autres infractions qui peuvent nous aider à le dénoncer. Et si on le dénonce, on pourrait éventuellement, comme l'a dit Maître Giroux, par le biais d'une action entreprise en Suisse ou pousser la Suisse à agir par elle-même si elle a la preuve aujourd'hui que l'infraction existe. Et si on a la preuve que effectivement le pays devient un pays, on ne le souhaite pas, mais c'est un pays défaillant dans le sens qui a été précisé. Il y a des questions qui ont été posées, j'ai suivi les questions qui ont été posées par l'auditoire. Nombreux sont ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait une mise en place d'une cour internationale pour juger les dirigeants libanais parce qu'ils savent que la justice libanaise aujourd'hui n'accompagne pas ce mouvement de réforme et de changement. Il y a une action, il y a d'harmonisation et de propositions, de solutions qui se fait au niveau international pour trouver des solutions à des pays comme le Liban qui sont gouvernés par des kleptocrates, c'est-à-dire qui détiennent les rouages de toutes les institutions libanaises et de tous les pouvoirs, du pouvoir réglementaire au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire. On espère aussi qu'au niveau mondial, on puisse aboutir à des solutions qui puissent nous aider en interne. La solution, la conclusion, on l'a vu d'un point de vue politique, diplomatique aujourd'hui. Il reste aussi un grand pan qu'on n'a pas abordé ce soir, qui est le pan financier économique. On se propose de le faire la semaine prochaine avec d'autres intervenants dans un autre webinaire qui aura lieu le 15 octobre la semaine prochaine avec des intervenants non moins notoires. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine en remerciant chacune et chacun d'entre vous d'avoir été avec nous ce soir et surtout nos intervenants qui nous ont énormément donné. Vos informations, on va devoir les gérer, puis les analyser et les digérer par la suite. Merci encore.